بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بحل بعض التمارين المقترحة في امتحان الدورة دورة يناير لسنة 2021 مادة علوم حياة الأرض السنة الثالثة إعدادي. Donc on va commencer par la première partie, la restitution des connaissances. Sirdad al-Ma'arif. Donc la première question, relier chaque terme du groupe A à celui qui convient dans le groupe B. Donc vous avez ici le groupe A et voici le groupe B. Donc dans le groupe A, il y a le rachitisme, sclérose de l'œil, les protides, l'amidon. Et dans le groupe B, vous avez maladie causée par un manque de vitamine D, une maladie causée par un manque de vitamine A, l'acide nitrique et l'eau iodée. Donc on va commencer et on va corriger la première question. Donc le rachitisme, c'est une maladie causée par un manque de la vitamine D. D'accord? Donc la deuxième question, la sclérose de l'œil. Donc c'est une maladie causée par manque de la vitamine A. Les protides, donc elles sont mettre en évidence grâce à un réactif chimique qui s'appelle l'acide nitrique. Et enfin, l'amidon, pour identifier la présence de l'amidon dans un aliment, on va utiliser l'eau iodée. La deuxième question, répondez par vrai ou faux. Les acides aminés sont le produit de la digestion des polypeptides. Donc c'est vrai. Donc la réponse c'est vrai. Pardon. La deuxième question. La digestion de l'amidon commence au niveau de la bouche. Donc la réponse aussi c'est vrai. La troisième question. L'amylase salivaire, c'est une enzyme spécifique des lipides. Donc la réponse c'est faux. Pourquoi? Parce que l'amylase salivaire, c'est une enzyme spécifique de l'amidon. Donc la réponse c'est faux. Passons vers la troisième question. Donc complétez les phrases suivantes. Donc la première phrase, la première proposition, ce sont des substances qui permettent la digestion chimique des aliments. Donc la digestion chimique des aliments, elle s'effectue par des substances qui s'appellent les enzymes. Très bien. La digestion de l'amidon commence au niveau de la bouche. Donc c'est une digestion chimique. Digestion chimique. Très bien. Donc l'amylase salivaire, c'est une enzyme spécifique des lipides. Donc faux, c'est une enzyme spécifique de quoi? De l'amidon. Très bien. Donc maintenant on va terminer la première partie par cette question-là. Légendez le schéma ci-dessous. Donc vous avez un schéma que vous avez rencontré dans le deuxième chapitre, la respiration. Et ce schéma, vous avez étudié ce schéma aussi dans le deuxième chapitre en première année collégiale. Et c'est un schéma qui représente quoi? Qui représente l'alvéole pulmonaire. Donc le titre, c'est quoi? C'est un schéma. Donc schéma d'une alvéole pulmonaire.
Très bien. Donc maintenant, vous avez 4 numéros qui représentent des éléments de cette structure-là. Donc le numéro 1, il représente le son qui va quitter l'alvéole pulmonaire. Donc numéro 1, son riche en O2 ou bien son sortant. Numéro 2, c'est une flèche qui représente le trajet de l'air. Donc, soit on va répondre par air inspiré, ou bien l'oxygène. Très bien. De la même façon, la flèche numéro 3, elle représente l'air expiré ou bien le dioxyde de carbone. Donc, pendant l'expiration, donc l'homme il va rejeter le dioxyde de carbone et pendant l'inspiration, on va prélever l'oxygène. Le numéro 4, c'est un capillaire sanguin. Capillaire sanguin. Et numéro 5, c'est le sang riche en dioxyde de carbone, en CO2. Très bien. Maintenant, on va passer vers la deuxième partie. Donc, voici la deuxième partie. Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. La première question, ou bien le premier exercice, le graphique ci-contre traduit les résultats d'une expérience de digestion de l'amidon réalisée in vitro grâce au sucre pancréatique. Donc voici la courbe, voici le graphique. Donc le graphique, donc il représente la variation de la concentration en grammes par litre du glucose et de l'amidon. Donc le glucose et l'amidon, ce sont des sucres. L'amidon, c'est un sucre complexe et le glucose, c'est un sucre simple. La digestion et la simplification moléculaire de l'amidon, elle va donner comme produit le glucose. Donc, ce graphique-là, il représente la concentration de ces deux substances en fonction du temps. L'évolution du glucose et de l'amidon en fonction du temps. Donc, la première question, que représente ce graphique-là? Donc, le graphique présenté par le document, c'est un graphique qui représente l'évolution, la variation de la concentration du glucose et de l'amidon en fonction de quoi? En fonction du temps. Donc, il représente, donc ce graphique représente la variation ou bien l'évolution, la variation de la concentration du glucose et de l'amidon en fonction de quoi? En fonction du temps. Très bien. La deuxième question, déterminer les concentrations de l'amidon et du glucose au début et à la fin de l'expérience. Donc voici un tableau à compléter. Donc la concentration, donc l'axe vertical, il représente la concentration du glucose et de l'amidon, et l'axe horizontal, il représente la concentration, le temps en minutes. Donc au début de l'expérience, c'est-à-dire à t égale à 0, ici, donc vous allez constater que la concentration
voici le glucose. Donc cette courbe-là, elle représente le glucose, la concentration du glucose. Et cette courbe-là, elle représente la concentration de l'amidon. Donc à T0, tu vas remarquer que la concentration de l'amidon, c'est quoi? C'est 1 gramme par litre. Et la concentration du glucose, c'est 0. Donc la concentration de l'amidon, c'est 1 gramme par litre. Et la concentration de l'amidon, c'est du glucose, pardon, c'est 0. C'est 0 grammes par litre. Maintenant, on va chercher la concentration de l'amidon et du glucose à T5. Donc à T5, donc voici le temps 5. À T5, la concentration de l'amidon à T5, c'est 0. Donc on va faire la projection. Donc à T0, à T5, pardon, c'est 0 g par litre. Et à T5, c'est-à-dire à la fin de l'expérience, la concentration du glucose, c'est 1 g par litre. Donc 1 g par litre. Donc toujours pour trouver la concentration, tu vas faire quoi? Tu vas faire la projection. Donc la deuxième question, décrire l'évolution de la concentration de l'amidon et du glucose. Donc d'après ce graphique là, on constate quoi? On constate que la concentration de l'amidon, elle diminue en fonction du temps. Par contre, le glucose, la concentration du glucose, donc il augmente en fonction du temps. Donc on va répondre selon la méthode suivante. Donc d'après le graphique ou bien le document, le graphique, on constate ou bien on remarque que la concentration de l'amidon, diminue ou bien sa baisse diminue en fonction du temps. Par contre, la concentration du glucose augmente en fonction du temps. Très bien. Donc maintenant on va passer vers la deuxième partie et la quatrième question. Donc afin de déterminer le devenir du glucose dans le tube digestif, on exploite le tableau suivant qui représente la quantité de glucose dans le sang ayant irrigué l'intestin grêle avant et après la digestion d'un repas. Donc ce tableau-là, il représente quoi? Il représente la concentration et la quantité du glucose avant la digestion d'un repas et après la digestion d'un repas. À quel niveau? Au niveau du sang irrigué l'intestin grêle.
Très bien. Donc la première question, c'est quoi? La première question, comparer la quantité du glucose dans le sang ayant irrigué l'intestin grêle avant et après la digestion d'un repas. Donc, tu vas remarquer, d'après ce tableau, que la quantité de glucose après la digestion d'un repas, c'est 1,9. Mais avant la digestion d'un repas, c'est uniquement 0,8 g par litre. Cela signifie que la quantité de glucose après la digestion dans le sang irrigué l'intestin est plus grande ou bien plus élevée ou bien supérieure à la quantité du glucose après ou bien avant la digestion dans le sang irrigué l'intestin. Donc on va répondre comme ça. Donc à partir du tableau, je remarque, bien je constate que la quantité du glucose avant la digestion est inférieure par rapport à la quantité du glucose après la digestion d'un repas. Donc la dernière question dans l'exercice 1, que peut-on déduire? Donc l'augmentation de la concentration, bien de la quantité de glucose dans le sang ayant irrigué l'intestin grêle après la digestion d'un repas signifie que le glucose il va passer de l'intestin vers quoi? Vers le sang qui se trouve au niveau de l'intestin. Donc cela signifie que le glucose il va être absorbé au niveau de l'intestin grêle. Donc on déduit que le glucose il va être absorbé au niveau de l'intestin. Maintenant, on va corriger la deuxième question, ou bien le deuxième exercice, pardon. Un adolescent de 14 ans, son activité physique est normale, il consomme une ration alimentaire qui lui fournit les constituants suivants. Donc, 600 g de glucides, ou bien de sucre, 92 g de protéines, ou bien de protéines, et 135 g de lipides. La première question, calculer l'apport énergétique issu de cette ration alimentaire en kilojoules, sachant que 1 g de glucides, il va libérer 17 kJ, 1 g de protéines, il va libérer aussi 17 kJ, et 1 g de lipides, il va produire 38 kJ. Donc, 1 g de glucides, il va produire
et il va libérer 17 kJ. 600 grammes, il va produire combien? Donc on va faire le calcul suivant. Donc 600 grammes fois 17 et on va voir quel est le résultat. Donc 600 grammes multiplié par 17, donc c'est donc égal « 10 200 ». Donc de la même façon, donc 92 grammes de protéines, elle va libérer combien? Donc on va multiplier 17 fois 92, donc 17 fois 92, donc il va donner combien? Il va donner donc égal à donc de la même façon, donc 135 fois 38, donc égal donc 135 fois 38, donc égal à 5130. Et puis on va faire la somme et on va trouver le total. Donc 5130 plus 1564 plus 10 200, donc il va donner 16 894 kJ. La deuxième question, est-ce que l'énergie calorifique issue de cette ration alimentaire est suffisante, sachant que les besoins énergétiques d'un adolescent sont 12 500 kJ. Donc, la consommation de l'adolescent, c'est 6 000 et les besoins sont 12 000. Donc, la consommation elle est supérieure par rapport aux besoins énergétiques. Donc, d'après les résultats, donc on peut conclure ou bien on déduit que donc l'énergie calorifique issue de cette ration alimentaire est déséquilibrée car les besoins sont ou bien car la consommation est plus grande que les besoins. Donc maintenant on va terminer par l'exercice 3. Donc l'exercice 3, les échanges gazeux respiratoires dépendent du principe de répartition suivant. Le gaz se déplace à travers une paroi perméable du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Cette propagation se maintient jusqu'à ce que les deux milieux soient de même pression en kilopascal.
La première question, comparer la PO2 entre le son entrant dans l'alvéole et celui de l'air alvéolaire. La deuxième question, comparer la PO2 de le son sortant dans l'alvéole et celui de l'air alvéolaire. Et la dernière question, conclure l'importance du renouvellement de l'air alvéolaire. Donc d'après le schéma, donc voici une alvéole pulmonaire et voici l'air alvéolaire et le capillaire sanguin. Et ce schéma-là, il représente quoi? Il représente la PO2 et la PCO2 dans l'air alvéolaire et dans le son entrant. Voici les flèches. Donc les flèches, elles représentent le son entrant et le son sortant. Donc le son entrant, donc il possède une valeur de PO2 égale à 5,1 kPa et PCO2 6,1 kPa. Et au niveau de l'air alvéolaire, tu vas remarquer qu'il y a 14 kPa d'O2 et 5,3 de CO2. Et les mêmes valeurs, elles se trouvent dans le son sortant. Donc, comparer la PO2 dans le son entrant de l'alvéole à celui de l'air alvéolaire. Donc, la PO2 dans l'air alvéolaire, c'est 14 et dans le son entrant, c'est 5,1. Donc, la PO2 dans l'air alvéolaire, elle est supérieure par rapport à la PO2 au niveau du son entrant. Donc, d'après le schéma, je remarque que la PO2 dans l'air alvéolaire est plus grand ou bien supérieur ou bien plus élevé et plus grande que la PO2 dans le son entrant. La deuxième question, comparer la PO2 dans le son sortant et dans l'air alvéolaire. Donc PO2 dans l'air alvéolaire c'est 14 et dans le son sortant c'est 14. Donc d'après le schéma, donc je remarque que la PO2 dans l'air alvéolaire et dans le son sortant sont identiques. La dernière question, conclure l'importance du renouvellement de l'air alvéolaire. Donc pourquoi il faut toujours renouveler l'air qui se trouve dans l'alvéole? Donc c'est pour garder la différence de pression entre le son et entre l'air alvéolaire. Donc l'importance du renouvellement de l'air alvéolaire donc si c'est pour garder, c'est pour maintenir ou bien garder la différence de pression partielle entre l'air alvéolaire et le son. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et on se verra, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo. Et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.